Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Une journée aussi riche et intéressante hier, c'est vraiment lourd. Et lorsqu'on devrait dormir, on devrait continuer à travailler hier soir pour discuter de tout ce qui a été présenté hier. Et de la première intervention jusqu'à la partie développée, le plat de résistance de Madame Petit-Frère, très lourd, bah ouais. Et j'espère que vous aurez l'occasion de lui poser des questions. En fait, ce que j'ai fait, c'est juste avoir quelques slides, un résumé. Comme vous savez que pendant longtemps, on parlait d'économie avec la croissance du PIB. On parlait de l'économie avec la quantité d'argent dégagée. Mais le PNUD, dans les années 90, a fait une véritable révolution en considérant le développement durable et surtout de comprendre que la pauvreté n'est pas seulement une pauvreté monétaire avec le niveau de vie, mais la qualité également, à savoir la santé, l'éducation, c'est des éléments fondamentaux, on pourrait dire. Donc c'est ce qui est important et pendant les 30 à 40 dernières années, donc il y a une petite révolution lorsqu'on parle de développement, ce n'est pas seulement la croissance économique. Donc ceci dit, il faut planifier tout ça. Donc l'indice global de pauvreté multidimensionnelle, donc là, on doit avoir la pauvreté sur plusieurs dimensions. Donc on peut avoir de l'argent pour acquérir certains biens et services, mais si le niveau d'éducation, le capital humain, la santé, d'ailleurs, Covid l'a prouvé, ceci pose un sérieux problème. Donc hier, le DG du ministère du Plan a fait ressortir les différentes générations de plans stratégiques juste pendant ce millénaire, le 21e siècle. Il y a eu beaucoup de plans auparavant, mais on s'est concentré sur cet échantillon, particulièrement les objectifs du millénaire pour le développement. Et au début des années 2000, donc réduire de moitié la pauvreté dans le monde. C'était l'objectif principal et Haïti s'était engagé dans cette voie en quelque sorte, comment réduire de moitié la pauvreté dans le monde. Donc, nous sommes en 2012. Malheureusement, après le tremblement de terre, on a pu voir qu'on n'avait pas pu réduire de moitié la pauvreté. Donc, un travail réalisé par le ministère du Plan, et voilà les résultats qu'on avait obtenus. Donc, l'indice de pauvreté extrême, donc là, c'est particulièrement avec 1 ou 2 dollars américains. Donc, on allait voir des niveaux élevés, particulièrement dans le département du Nord-Est, Nord-Est, pardon, 44% de la population se retrouvait en situation d'extrême pauvreté, moins de 1 dollar américain par jour. Pas trop différent dans le Nord-Ouest. La Grande Est, c'est les niveaux les plus élevés, le Nord, et vous allez vous retrouver que dans le département de l'Ouest, seulement 9% de la population en situation d'extrême pauvreté. Pour la situation de pauvreté, ce n'était pas trop différent, donc c'est les résultats de 2012, donc 12 ans après avoir signé l'objectif du millénaire pour le développement, Haïti était bien loin d'obtenir cet objectif, à savoir de réduire de moitié. Mais on doit savoir que des pays comme le Brésil, la Chine avaient pu réaliser ces objectifs en réduisant considérablement la pauvreté. Des millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté. On avance maintenant. 2010, on se rappelle bien le tremblement de terre qui avait causé beaucoup de dommages, que ce soit en vie humaine ou encore matérielle. Et comme le DG l'avait présenté, un autre plan, c'était le plan stratégique de développement d'Haïti. Avec la vision à long terme, il en a parlé des 4 fondations, de la refondation territoriale, la refondation économique, sociale et la refondation institutionnelle qui est fondamentale. Et également, c'est bien d'avoir le plan, mais l'argent doit accompagner tout ça. Les PTI, malheureusement, on n'a pas pu concrétiser tous les PTI. Donc faire un plan, c'est bien, mais il faudra continuer avec un plan d'action, des programmes, des projets et le budget qui devrait en suivre en quelque sorte. Donc nous sommes en 2012, après le tremblement de terre, on a pensé que c'était nécessaire de refonder ce pays avec ce grand plan en quelque sorte. Et comme le DG l'avait bien souligné également, en 2015, 15 ans après les OMD, encore à New York, on a pris d'autres engagements, à savoir les objectifs de développement durable, dont on a parlé considérablement hier. Beaucoup plus ambitieux, on est passé
de réduire de moitié à éliminer la pauvreté d'ici 2030. Donc voilà les 17, et comme le DG l'a souligné, on avait priorisé 11, et des intervenants avaient posé la question pourquoi 11 et pourquoi c'est 11. Donc le gouvernement de l'époque, voilà les 11 ODD qu'on avait mis en place. Donc c'était encore au niveau des ODD. Maintenant c'est facile de faire un plan. Je me rappelle, ça fait peut-être 1 ou 2 mois, on était dans cette salle avec le ministère du Plan pour parler encore de plans et comment les concrétiser. Donc voilà, lorsqu'on fait des plans, on doit voir exactement les risques. Et Mme Petitfrère en a parlé hier considérablement. Donc le risque politique, risque de désastre naturel, on sait bien qu'Haïti est un pays extrêmement vulnérable au risque. Tout ce qui se passe avec les failles, les cyclones, et nous créons également nos propres risques avec les bassins versants. Ce sont les désastres naturels, mais nous allons encore plus loin en créant d'autres risques qu'on appelle man-made disasters, à savoir les risques créés par les humains, les risques politiques. Et qu'est-ce que nous allons voir? Depuis 2018, Haïti n'a créé aucune croissance positive. On parlait hier de 4 années. Le gouvernement l'a confirmé dans sa dernière lettre de cadrage, moins 0,4% pour cette année en 2023, qui prendra fin le 30 septembre prochain. Mais avec les chocs que nous connaissons actuellement du côté de Carrefour et tous ces déplacements, je ne serais pas étonné de retrouver à moins 1%, 1,1%. Et croisons nos doigts pour qu'il n'y ait pas un cyclone, ça pourrait être pire. Donc voilà 5 années consécutives de contraction du PIB, en dépit du plan, mais les risques sont là, politiques et de désastres naturels. Donc, c'est en 2021, je crois que les Nations Unies ont fait encore une étude sur Haïti pour déterminer les communes en situation d'urgence humanitaire. Et on a pu voir, regardez, certains départements avec une situation extrêmement difficile. Et c'est comme une photographie, c'est avant le tremblement de terre de la grande péninsule du Sud, les 3 départements. Donc, qui voudra dire, au moment où nous parlons, on peut avoir encore beaucoup plus de personnes en situation d'urgence humanitaire, en valeur absolue. Et regardez ces 2 départements, les 2 départements les plus volatiles, les plus risqués aujourd'hui, le département de l'Ouest et le département de l'Artibonite. Et là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de personnes en situation d'urgence humanitaire dans ces 2 départements également, car cette photographie a été faite avant le tremblement de terre. Donc c'est pour comprendre qu'on peut avoir de beaux plans, mais les résultats ne seront pas au rendez-vous en quelque sorte. Maintenant, nous arrivons au DG du ministère des Finances, qui nous expliquait hier les codes financiers et codes douaniers qui ont été, et douaniers qui ont été mis en place. On doit savoir qu'Haïti, à l'heure actuelle, est le pays avec le plus faible taux de pression fiscale dans la région et peut-être du monde. Nous sommes à moins de 10% de pression fiscale. Je crois que Charles Cadet avait fait une précision la dernière fois sur le changement du PIB. Mais comme le gouvernement et le ministère des Finances admettent ce fait, à savoir moins de 10% de pression fiscale. Donc ça c'est pour l'exercice fiscal, le budget. Donc pour analyser ce qu'elle a présenté hier, vous allez voir que notre budget est de 267,5 milliards de goudes. Bon, si vous et moi devez avoir cet argent, c'est beaucoup d'argent. Mais pour 12 millions d'Haïtiens, au taux du jour, ça fait moins de 2 milliards de dollars américains. Pour 12 millions d'Haïtiens. La Jamaïque, avec 3 millions d'habitants, 6 milliards de dollars américains de budget. La République dominicaine à côté de nous, plus de 20 milliards de dollars. Donc, on a certainement besoin d'augmenter les ressources. Regardez vos ressources. On a à peu près 1,1 à 1,2 milliards de ressources domestiques. Et le DG l'a expliqué hier également que, donc je crois que c'est Mme Petitfrère qui expliquait que nous utilisons beaucoup plus nos ressources locales que les dons. En fait, les chiffres témoignent ça bien parce que beaucoup de personnes te disent « Ah oui, on dépend de l'international ». Non, voilà les ressources domestiques et les dons, c'est seulement 40 milliards de gouttes. Donc le taux l'indique clairement. Maintenant, lorsque vous voulez dépenser 267,5 et vous n'arrivez pas à mobiliser beaucoup plus d'argent, donc le financement devient un élément fondamental. Et dans la présentation de Mme Petitfrère, on a beaucoup insisté sur la dette et quel type de dette. Il y a un médecin dans la salle, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Il y a une bonne dette, il y a une mauvaise dette. Donc vous allez voir que là, en ce moment, on emprunte de l'argent, mais on aura à repayer en quelque sorte.
Maintenant, si nous regardons rapidement, oui, on dépend de nos ressources, mais regardez l'utilisation des ressources. 164,5 milliards de, 1 milliard de gouttes collectées. Regardez ce que nous dépensons au niveau des dépenses courantes. 155 milliards de gouttes. Donc, logiquement, il nous reste seulement 9 milliards pour faire des investissements. Donc, c'est ça l'objectif, financement du développement durable. On doit collecter beaucoup plus d'argent. Mais comment on va faire les allocations? Comment on va les gérer? Et vous allez voir facilement que les salaires et traitements, 78 milliards de gouttes, les biens et services, 49 milliards de gouttes, les transferts et subventions, 20 milliards, les intérêts de la dette, ça fait 6 milliards. Donc, en ce sens, il faudra que nous puissions, comme le DG l'expliquait hier, que nous puissions bien comprendre ce qui se passe au niveau des entrées, mais les sorties, c'est tout aussi important. Et c'est ça le débat qu'on fait aujourd'hui, c'est le financement. On a une vision, mais si on regarde ce budget, c'est pour une année, mais j'aurais pu prendre les 10 dernières années. Les 20 dernières années, ce n'est pas différent. Donc, on a fait un plan parlant de refondation territoriale, refondation économique, refondation sociale, mais on n'a pas mis notre bouche là, notre argent là où se trouve notre bouche. À savoir, la vision n'est pas suivie par le financement. Donc, c'est un contrat social qu'il faudra avoir entre les deux parties, entre le gouvernement qui collecte et nous, comme population payante, avoir des services en retour en quelque sorte. Donc vous allez voir que les biens et services dépassent ce que le trésor public apporte pour les investissements. Ça dit clairement. Donc on peut collecter beaucoup plus d'argent, mais si les allocations ne sont pas bonnes, 49 milliards de biens et services, et regardez ce que le trésor public apporte comme support pour les investissements publics, seulement 26,3 milliards de gouttes. Donc, ça a été discuté hier également. Ça, c'est un tableau qu'on utilise au niveau de groupe croissance. C'est le grand gâteau qu'on dit comment on va partager particulièrement le budget avec tout ce qu'il y a comme secteur économique, secteur social, secteur politique, secteur culturel. Donc, hier, une autre présentation très importante, c'était M. Montimé, je crois, qui parlait qu'on ne connaît pas les ODD à hauteur de 80%. Donc il faut non seulement connaître les ODD, mais également faire le suivi, comment on va dépenser les fonds. Donc on va voir, puisqu'on a parlé d'agriculture hier, donc je suis en train de faire un survol sur toutes les présentations, et la dame de la CNUSED qui parlait des filières, mais regardez combien d'argent qu'on apporte au ministère de l'Agriculture, seulement 8,2 milliards de gouttes. 8,2 milliards de gouttes. Et si vous regardez le service de la dette, ça dépasse tout ce qu'il y a au niveau des allocations budgétaires dans le pays. Les chiffres parlent et parlent fort en quelque sorte. Donc, il revient non seulement d'avoir la vision, le plan stratégique, ce que le DG a présenté, mais également la gestion des finances publiques. Et ça ne doit pas être une affaire d'économistes, une affaire de financiers, ça doit être l'affaire de la population, de la société civile et du secteur des affaires également. On ne peut pas publier une lettre de cadrage, publier un budget et que les acteurs ne soient pas intéressés à ces documents. Et c'est ce que, quand il disait hier, particulièrement les indicateurs de performance. Donc c'est ça un petit peu l'idée qu'il faudra suivre et bien comprendre. Et là, j'ai mis particulièrement, dans le budget actuel, je viens de dire qu'on a mis 8,2 milliards d'allocations pour l'agriculture. Regardez le montant alloué pour les subventions à l'EDH. 8,2 milliards de gouttes de subventions à l'EDH. Je suppose que la population est satisfaite de l'offre énergétique et particulièrement d'électricité dans le pays. Donc, le financement du développement durable vient qu'on doit pouvoir suivre avec attention. C'est ce qu'on appelle le money trail, à savoir la traçabilité monétaire en quelque sorte. Et regardez le service public de la dette, à savoir, pour cette année, 36,7 milliards de gouttes. Il n'y a aucun ministère, même les affaires sociales, même l'éducation, n'en parlons pas de la santé, avec un tel montant. Donc, quelle gestion a-t-on fait, particulièrement, de la dette dans ce pays? Donc, on y va rapidement. Bon, il n'y a pas de député, de sénateur aujourd'hui. Pas un élu au Parlement. Pour l'exercice fiscal actuel, nous avons 1,9 milliard de gouttes pour la Chambre des députés et nous avons 2,1 milliards de gouttes pour le Sénat de la République. On alloue beaucoup plus d'argent au Parlement non fonctionnel qu'à l'Université d'État d'Haïti.
C'est encore des chiffres qu'il faudra suivre si on parle de développement, financement de développement durable. Voilà la dette. Sachez qu'en 2008, puisqu'on doit insister beaucoup sur la partie finances publiques, mes amis, et c'est ce que le DG en parlait hier. Donc, voilà la dette, l'évolution de la dette publique d'Haïti pendant les 10 dernières années. Donc, vous voyez comment le service était faible, les intérêts, l'amortissement et la dette totale. Parce qu'en 2008, Haïti s'est battu pour faire partie du PPTE, pays pauvre très endetté. Haïti est un pays pauvre mais qui n'est pas très endetté. On nous a accordé cet allègement. Ensuite, en 2010, après le tremblement de terre, Petro-Caribé, on a diminué la dette d'Haïti. Donc, regardez pendant les 10 dernières années l'explosion de la dette. Est-ce qu'on a suivi? Est-ce qu'on a pu regarder cette gestion? Qu'est-ce qu'on a dit comme secteur privé, comme société civile, comme acteur du pays? Donc, lorsque on emprunte, on doit repayer et regarder le montant phénoménal qu'on est obligé de payer. Donc, je vais faire un survol de quelques slides pour résumer et voir, puisque c'est le financement du développement durable. Hier, on a parlé de mobilisation des ressources fiscales. Oui, il faut en avoir beaucoup plus d'argent. On doit rechercher également à partir de l'international le financement externe. On doit également rechercher les investissements directs étrangers. Hier, le DG a annoncé une nouvelle très importante. Depuis l'année dernière, ils ont ce qu'on appelle le budget programme, à savoir on projette sur des années. Et ces informations vont vous aider à comprendre est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour sortir de la pauvreté, de l'extrême pauvreté et atteindre ou encore se retrouver sur la voie du développement durable. Voilà 21-22, les chiffres du ministère. Regardez, le budget était de 210 milliards de goudes. Cette année, 67 milliards de goudes. Pour l'exercice fiscal qui va commencer le 1er octobre, bon, peut-être qu'on va modifier ce chiffre, mais la projection de l'année dernière était de 280 milliards de goudes. 2024-2025, 287 milliards de goudes. Mais si on compare les chiffres présentés par Mme Petit-Frère hier, à savoir les besoins pour le développement durable, on peut comprendre que ces chiffres ne vont pas pouvoir permettre au pays d'atteindre. Donc, maintenant, on reprend encore. Lorsque vous avez l'argent, deux dépenses, courantes et dépenses d'investissement. Regardez les projections pour les prochaines années, jusqu'à 2024-2025. Donc, les dépenses courantes vont continuer à augmenter. Et regardez les dépenses d'investissement qui augmentent, mais pas à un rythme suffisant pour satisfaire les besoins de la population. Donc, ces investissements publics projetés, prévus, ne vont pas nous permettre d'avoir ce que Mme Petit-Frère parlait hier, je crois que c'est 459 $ américains per capita, c'est bien le chiffre, ça nous ferait à peu près 60 000 gouttes. Avec ces fonds, on n'aura pas les montants nécessaires pour satisfaire les besoins de la population. Et voilà un élément fondamental, les impôts directs et les impôts indirects, parce que pour le financement durable, il faudra que nous puissions également, mes amis, modifier comment on impose la population. Là, c'est de l'injustice fiscale, parce que l'impôt indirect, c'est sur les revenus, les gens qui travaillent, c'est sur les entreprises, pas vrai? Les impôts indirects, la TCA. Donc, lorsqu'on est à 25% de la population en situation d'extrême pauvreté et que les impôts directs, voilà ce que l'État hante, vous allez imaginer que peut-être les pauvres et les extrêmement pauvres perdent considérablement dans ce pays. Ça, c'est de l'injustice fiscale. Et ça renforce la pauvreté et l'extrême pauvreté. Donc, on ne peut pas avoir le développement durable. Là, j'ai pris un chiffre pour exprimer exactement ce que nous avons projeté en 2010, refondation territoriale, pas vrai? Refondation économique, refondation sociale et institutionnelle. Prenons la refondation économique. Ça, c'est décembre 2022. Le système bancaire. Cet après-midi, lorsqu'on va fermer les banques, si on arrive à collecter 100 gouttes, il va y avoir 82 gouttes 20 à rester dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des 100 gouttes. On aura peut-être dans la zone métropolitaine du Cap-Haïtien 5 gouttes 60. On aura dans l'Artibonite à peu près 3 gouttes 90. On aura dans la zone des Cailles 2 gouttes 80. Donc ces 4 grandes zones métropolitaines contrôlent 93% des dépôts bancaires dans le système. Sur les 4,1 milliards de dollars américains, je vais mettre ça en dollars américains pour vous, il y aura plus de 3,4 milliards dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.
Donc si on parle de financement durable, on voit qu'il y a des déséquilibres, il y a des problèmes structurels extrêmement importants. Donc on va collecter de la grandance 0,70 et peut-être 0,60 dans le nord-est. Donc voilà le déséquilibre et qui explique tout le mouvement migratoire, tous ces gens qui se retrouvent dans cette zone métropolitaine. Donc lorsqu'on parle de Matissan, Canaan, Croix-des-Bouquets, eh bien, le chiffre parle et comment vous avez créé ce monstre à travers les finances publiques, je pourrais dire. Donc ce n'est pas ça l'objectif de l'exercice du jour, c'était tout simplement pour faire voir ce que nous avons discuté hier. Oui, il faut financer, mais il faudra voir tout ce qu'il y a comme injustice fiscale, injustice territoriale, si on parle de développement durable. Le prochain slide va nous expliquer exactement ce que Madame Petit-Frère, parce que c'était la présentation masterclass que nous avons eu hier, et ces chiffres expriment bien ses inquiétudes et les résultats de son étude. Ce que nous allons voir, c'est particulièrement comment dans le budget national, puisque l'État est là pour la redistribution de la richesse, collecter des impôts et aider les plus défavorisés. Donc ce que je vais montrer, dans le budget de l'exercice fiscal, 267 milliards de gouttes, eh bien comment, si on devait diviser le montant total par la population estimée par, ça c'est le ministère, eh bien chaque Haïtien aurait 24 515 gouttes per capita. Donc si le gouvernement décide de dire, bon, vous me donnez trop de pression, je vais partager de manière équitable, donner à chaque Haïtien le même montant d'argent. Donc chaque Haïtien se retrouve avec 24 515 gouttes. Mais rappelez-vous bien que le budget est annuel. Ne revenez pas le mois prochain, attendez l'année prochaine. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le fait qu'on soit dans le département de l'Ouest, et pourquoi on est toujours dans le département de l'Ouest, en dépit de tout ça fait comme pression dans le quartier, nous comme gang, nous voulons rester quand même, c'est clair. Parce que nous recevons dans le département de l'Ouest plus de 47 000 gouttes. Si quelqu'un de Jacmel de la salle dit, bon, je me fatigue à Port-au-Prince, je vais Jacmel, ce n'est pas une mauvaise chose. Elle va dormir tranquillement, mais elle aura fait capita moins de 1000 gouttes. Et ça, c'est pour cet exercice fiscal. Le ministère publie ces informations. Et c'est cette analyse qu'il faudra comprendre. Et c'est ce qu'on disait hier, comment assurer, puisqu'on parle de justice fiscale et économique inclusive. Donc voilà encore, on est encore très loin des 60 000 gouttes de seuil que Mme Petit-Frère en a parlé hier, parce qu'elle a dit que pour atteindre ce développement, on devrait avoir 60 000 gouttes. On a besoin au moins de 2,5 en plus. Mais ce n'est pas simplement augmenter, mais il faudra qu'il y ait une meilleure redistribution également. Donc cette forte concentration dans le département de l'Ouest, on doit cesser tout ça. Ce dialogue que nous avons, ce financement, parce qu'on parle toujours des grandes visions, des plans stratégiques, mais les chiffres doivent en parler et expliquer exactement ce qui se passe. Donc il faut rebâtir l'écosystème, je ne vais pas rester, donc les institutions, on en a parlé hier, et Mme Petit-Frère parlait de l'importance des institutions, on ne peut pas en faire l'économie. Au moment où nous parlons, nous n'avons pas de parlement. Donc nous avons un décret budgétaire. Il n'y a pas de loi des finances. Donc il nous faudra, comme société civile, s'impliquer beaucoup plus. Les médias, on en a besoin également, pour qu'il y ait un débat. L'ODD doit être compris par la population, le budget doit être compris également. Et voilà les deux lignes, c'est Schumpeter, l'un des plus grands économistes de l'histoire de l'humanité, qui disait, et ce n'est pas pour Haïti, que l'esprit d'un peuple, sa culture, sa structure sociale et bien d'autres choses sont inscrits dans l'histoire de ses finances publiques. Les finances publiques sont l'un des meilleurs points de départ de l'étude d'une société. Donc si on veut comprendre ce qui se passe actuellement en Haïti, en termes sociaux, en termes politiques, tout ce que vous avez là, eh bien, allez voir ce qui s'est passé dans les finances publiques de 1804 jusqu'à nos jours. La double dette, tout ce qu'on parle, les finances publiques nous disent, voilà notre comportement, voilà comment on agit dans ce pays. Et c'est Mme Bat, qui est rédactrice en chef de finances et développement du Fonds monétaire, qui disait, et ça tient bien pour le moment où nous parlons, les dirigeants font face à une myriade d'incertitudes et d'arbitrages difficiles. Ils doivent se préparer à redéfinir les priorités pour promouvoir une économie plus juste, plus inclusive et pérenne. Car, en fin de compte, la manière dont une nation gère ses finances publiques détermine son destin et le bien-être de son peuple.
Je crois que c'est exactement ce que Mme Petit Frère essaie de nous faire comprendre dans sa grande présentation d'hier et l'importance des finances publiques au bout du rouleau nous dit comment on se comporte. J'espère que j'ai pu quand même résumer pour vous l'intéressante journée d'hier avec quelques slides et quelques déclarations. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. C'est maintenir les discussions, avoir un plan, c'est nécessaire. Le plan est fondamental, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous puissions avoir un plan d'action. Il faut qu'ils puissent avoir des suivis et des évaluations, pas chaque 5 ans, chaque 10 ans, mais chaque mois, chaque trimestre, chaque année, si on veut réellement que le financement soit efficace dans le développement durable. Merci beaucoup.